On dirait du simple coton. Mais l'étoffe est douce comme de la soie. Qu'est-ce donc? Du coton. Exactement, du simple coton. Ces étoffes ont été fabriquées à Londres, dans des manufactures, dans des ateliers avec des métiers à tisser modernes qui produisent du tissu à une vitesse beaucoup plus élevée que les nôtres. Chers messieurs, voilà mon plan. Je veux ouvrir une manufacture de ce genre ici. J'achèterai les machines et je ferai venir plusieurs maîtres drapiers anglais. Nous sommes prêts à participer aux frais. Nous produirons de la soie en masse. Nous allons aussi produire de la laine. Nous y développerons des élevages de moutons. Notre production rivalisera avec celle des Flandres. Oh, voilà un plan ingénieux. Je vous parie qu'il va réussir. Parler de salariat au lendemain de la Révolution française, c'est une proposition qui est abusive. C'est une proposition qui consiste à assimiler toute activité productive marchande rémunérée. On risque à ce moment-là de tomber dans une forme d'anachronisme, c'est-à-dire à imaginer que le 19e siècle, c'est un siècle où des ouvriers travaillent dans des grandes installations industrielles, on parle de révolution industrielle, sous la surveillance d'un propriétaire rapace. Je crois que la situation est profondément différente. La situation au moment de la Révolution française, elle est marquée par un héritage. Par exemple, bien mis en évidence par Philippe Minard lorsqu'il analyse le colbertisme, cet héritage, c'est une diffusion des activités marchandes des villes vers les campagnes. Et donc, on a un poids du négoce qui fait travailler des artisans urbains, qui fait travailler dans un cadre corporatif, qui fait travailler dans les campagnes et qui tire très bien son épingle du jeu en termes financiers à partir de cette activité de producteur domestique. Et c'est une situation que la Révolution, en un sens, ne transforme pas radicalement. La coutume était perçue en 3 termes. Chaque talleux meulier payait à Noël 10 deniers, à Pâques 22 deniers, à la Saint-Jean 5 deniers et obole. En tout, 37 deniers et une obole. Il n'est parlé dans les statuts ni d'apprenti ni de temps d'apprentissage. Nous ignorons pourquoi cette question a été négligée. Un métier aussi important que celui de la boulangerie ne pouvait faire exception à la règle générale. Dans chaque boutique, il y avait un maître valet, puis des aides ou valets, appelés vanneurs, buteurs, pétrisseurs. Celui qui voulait passer maître devait faire une sorte de stage de 4 années, pendant lequel il payait 25 deniers de coutume en plus à Noël. À chaque paiement, il se faisait marquer sur son bâton une coche par l'officier receveur de la coutume. Quand il avait ces 4 coches, il était en règle et l'on pouvait alors procéder à son installation. Je crois que dans l'analyse de l'histoire du travail au moment de la Révolution, on focalise trop sur les corporations. Les corporations, c'est une institution urbaine. Mais la France de la Révolution, et d'ailleurs tout au long du 19e siècle, c'est une France rurale. Quand on regarde les recensements de 1851, bon, après, les recensements sont d'une valeur plus ou moins fiable, mais ces recensements font apparaître environ 50 à 60% de la population active dans l'agriculture. Le gros de l'activité de travail, c'est une activité qui est marquée par une forte autoconsommation et qui est très rurale. Et la Révolution a conforté cette ruralité à travers l'accès des paysans à la propriété. Donc en France, on a une situation de ruralité forte. Bon, on s'est beaucoup focalisé sur la suppression des corporations. Les corporations n'ont pas été supprimées en Grande-Bretagne. Pour autant, la Grande-Bretagne n'est pas marquée par un retard industriel dramatique, à ma connaissance. Donc, cette dimension des corporations, elle me paraît plus ou moins secondaire. On abolit les corporations, mais on n'abolit pas les métiers. Soit. Les fileresses. Il existe 2 registres de fileresses. Les premières se disant à grand fuseau, les secondes à petit fuseau. Les fileresses à grand fuseau déclarent que leur ouvrage consiste à dévider, filer, doubler et retordre la soie pour la préparer au tissage. C'est la seule mention concernant la nature de leur travail. Dans chaque communauté, il y avait 2 prud'hommes jurés
chargées de surveiller les prudes femmes ou maîtresses ouvrières. Il était permis à chaque maîtresse d'avoir 2 ou 3 apprentis en sus de ses enfants. Le contrat d'apprentissage devait se passer en présence des jurés, qui prenaient par écrit acte des conditions. Cet écrit faisait foi en cas de difficulté et restait entre les mains des jurés qui recevaient 6 deniers pour la copie. C'est la seule mention d'un contrat d'apprentissage écrit, mais il ne faudrait pas en conclure qu'il n'y en avait pas eu dans d'autres métiers. On aura négligé de l'insérer dans les statuts. L'apprentissage durait 7 années. Si la maîtresse cédait son apprenti avant ce terme, elle ne pouvait pas en prendre une autre avant l'expiration des 7 années. Si de son côté, l'apprenti se rachetait, elle ne pouvait pas, avant ce même terme, avoir elle-même une apprentie. À l'époque moderne, les femmes apparaissent en tant que titulaires d'une activité uniquement lorsqu'elles sont veuves, parce que les corporations en général n'acceptent pas la maîtrise des femmes. Enfin, les femmes maîtres, sauf des cas rarissimes, n'existent pas. À l'époque contemporaine, au XIXe siècle, bien qu'il n'y ait plus évidemment des corporations, ce qui est aussi se traduit par évidemment une présence moins importante des femmes dans ces rôles donc de chef des familles chefs d'atelier, notamment parce que il y a cet institut de l'autorisation maritale qui impose que la femme demande l'autorisation au mari pour exercer son activité. On se retrouve dans une situation qui n'est pas très différente avant la Révolution et après la Révolution en matière de production, avec des artisans urbains et de la production à domicile dans les campagnes. Alors c'est une situation qui, avec la Révolution, va permettre aux ouvriers urbains, aux ouvriers artisans urbains, eh bien, de sortir d'un carcan corporatif qui peut être vu comme pesant. Et de ce point de vue-là, le travail d'Alain Cotreau met bien en évidence la revendication d'indépendance des ouvriers urbains qui va déboucher sur la revendication du louage d'ouvrage. C'est-à-dire une situation dans laquelle l'ouvrier a une indépendance, il peut travailler avec des négociants, il peut parfois travailler pour le public, donc il a une possibilité de moduler son activité, si j'ose dire, de manière assez large. Et ce louage d'ouvrage va permettre aussi de tenir compte bien de l'activité rurale, une production qui se fait très souvent en famille à domicile, où il est fréquent de rencontrer des paysans qui sont également à l'ouvrage pendant les périodes de morte saison agricole pour des négociants. Donc des femmes de paysans qui, par exemple, sont à la confection, des paysans qui tissent dans les régions de la Somme, etc., dans les campagnes lyonnaises, jusqu'au Beaujolais, où l'on va retrouver, par exemple, une activité de tissage très importante dans la ville de Chauffailles, qui va être une ville emblématique au niveau de la négociation collective au début des années 1890. Donc une situation dans laquelle la Révolution, elle va apporter aux ouvriers satisfaction dans leurs revendications d'indépendance. Et c'est pourquoi, je crois, la Révolution consacre le louage d'ouvrage et non pas le louage de service. On ne trouve pas dans le Code civil qui est issu de la Révolution, de la jurisprudence des justices de paix et des conseils de prud'homme, on ne trouve pas de référence au louage de service. On trouve dans l'article 1780, on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. Mais cet article 1780, il ne s'intitule pas du louage de service, il s'intitule du louage des ouvriers et des domestiques. Donc c'est quelque chose qui est quand même sensiblement différent et on ne sait pas trop s'il s'applique spécifiquement pour les services ou s'il a un rayonnement plus large pour régler par exemple la question de la formation et de la rupture du louage d'ouvrage. Ce qui va être intéressant, c'est de considérer, au-delà donc de cet article sur le louage des ouvriers et domestiques, c'est de considérer l'ensemble du louage d'ouvrage et la grosse partie de ce louage d'ouvrage qui est constitué par le louage par devises et marchés, qui se conclut par le constat fait par le législateur que l'ouvrier qui fait des marchés à prix fait, c'est-à-dire qui est rémunéré à la pièce, est entrepreneur en la partie qu'il traite. Donc on a là une ouverture à cette revendication d'indépendance que portent les ouvriers en Révolution, à Lyon et puis à Paris.
Donc une situation où il faut peut-être lire la Révolution moins sous un angle de répression anti-ouvrière que sous un angle d'accès à la revendication ouvrière d'indépendance qui se traduit par une diffusion du louage d'ouvrage, mais qui s'accompagne aussi de formes de louage d'ouvrage en cascade, pour laquelle on va parler de marchandage, qui va être aussi, dans les années post-révolutionnaires, notamment 1830-1840, la base d'une critique, d'une forme d'exploitation des ouvriers par des ouvriers, à travers ce louage d'ouvrage et le marchandage qui en résulte. La deuxième industrialisation, vous avez évidemment beaucoup d'emplois, en particulier dans les textiles, destinés à une main-d'œuvre féminine, des femmes qui peuvent travailler à la pièce, donc d'avoir des formes de rémunération à la quinzaine, enfin payées tous les 15 jours, et sur la base de la production effectuée, donc pas à la journée. Donc ce sont en fait, en tout cas, des personnes qui reçoivent un salaire. Le sweating system, c'est le système de la sueur. Ce système de la sueur, en fait, il renvoie beaucoup au travail à domicile. C'est autour notamment des travailleuses à domicile dans le secteur du textile, en fait, que vont se faire beaucoup de mobilisations, notamment en France. Mais plus largement, il renvoie aussi à tous les petits ateliers insalubres, aux conditions de travail harassantes, au salaire de misère, comme le disaient les contemporains. Ce terme est beaucoup utilisé dans le monde anglo-saxon, c'est un terme anglais. Et dans les années 1880, il y aura une commission de la Chambre des Lords consacrée à ce thème, justement, pour faire un peu le point sur ces conditions indignes du travail. En France, c'est beaucoup autour du travail à domicile. Ce sont avant tout des femmes qui travaillent à domicile pour de la confection, faire des chapeaux, faire différentes opérations liées au textile, en fait, pour des marchandeurs qui eux-mêmes servent d'intermédiaires avec les grands magasins qui diffusent ces produits textiles. Et ces femmes, en fait, travaillent vraiment dans des conditions déplorables. Tout au long du XIXe siècle, on a une situation où l'activité demeure assez bucolique, jusque et y compris dans les domaines sidérurgiques qui sont très rares en dehors de grandes installations sidérurgiques comme le Creusot, peut-être dans le nord de la France, quelquefois à Saint-Étienne. Il est fréquent que les ouvriers viennent travailler avec des membres de leur famille, comme marchandeurs ou comme tâcherons, pour les aider dans la réalisation, par exemple, de grosses pièces. C'était une vaste et haute salle, aussi mal tenue, aussi délabrée et noire, dans laquelle s'ouvrait, au ras du sol bossuet, encombré de déchets, 6 batteries de fours divisées en 3 compartiments chacun. Ces sortes de fosses ardentes, étroites et longues, dont les massifs de briques occupaient tout le sous-sol, étaient chauffés par un mélange d'air et de gaz enflammés que le maître fondeur réglait lui-même à l'aide d'une vanne. Et c'était ainsi, rayant la terre battue de la salle ténébreuse, 6 fentes ouvertes sur l'enfer intérieur, sur le volcan en continuelle activité, dont grondait le brasier souterrain. Des couvercles en forme de dalles allongées, des briques prises dans une armature de fer étaient posées en travers des fours. Mais ces couvercles ne se touchaient pas. Une intense lumière rose jaillissait de chaque intervalle. Il y avait là comme autant de levées d'astres, de grands rayons naissant du sol qui partaient en gerbes jusqu'aux vitres poussiéreuses de la toiture. Et lorsqu'un ouvrier, pour les besoins du travail, ôtait un des couvercles, on eût dit que l'astre émergeait en entier des obstacles. Toute la salle s'allumait d'une clarté d'aurore. À Saint-Étienne, les installations sidérurgiques demeurent quand même des installations assez bucoliques, autour notamment de la figure de Pierre-Frédéric Dorian, qui parsème les campagnes stéphanoises d'usines sidérurgiques sur les différents cours d'eau, en fonction de la qualité de l'eau et de l'acier qu'on peut en tirer. L'une des grandes transformations liées à l'industrialisation est cette présence massive dans des lieux, des concentrations ouvrières. Et c'est non seulement
avec la deuxième industrialisation, mais aussi à partir des années 40-50 du 19e siècle, donc grâce à la présence concentrée, par exemple, dans des grandes usines des filatures. Donc la filature est l'un des domaines où il y a le plus de concentration des femmes. Et on peut donner un exemple, il y a une entreprise, une grande usine, un couvent à Jurieu, les Soieries Bonnet, où dès les années 30, en particulier à partir des années 40-50 du 19e siècle, nous avons des femmes qui travaillent très concentrées dans cette grande usine donc située dans les campagnes d'Élin. Et là, vous avez donc des formes, des concentrations des femmes liées à une industrialisation qui passe par de la mécanisation. C'est assez précoce. C'est la filature de la soie, ensuite les tissages à la fin du 19e siècle, mécanisés, où les femmes sont employées massivement. Donc vous avez à partir du début du XXe siècle des milliers de femmes en fait travaillant en usine, et une partie d'entre elles venant des campagnes environnantes, voire d'Italie, et hébergées dans ces grands en fait internats couvents où elles résident et cohabitent avec des formes de contrôle évidemment de leur temps de travail, mais aussi de leur temps en dehors du travail, de leur temps de loisirs par des nonnes, et donc tout un système, ce qui implique tout un système de contrôle évidemment de leur existence et de leur vie en dehors de la sphère professionnelle. Germinal, 169 sur 1, 3e. Alors, Étienne se mit à lire l'affiche. Avis de la compagnie aux mineurs de toutes les fosses. Devant le peu de soins apportés au boisage, las d'infliger des amendes inutiles, la compagnie a pris la résolution d'appliquer un nouveau mode de paiement pour l'abattage de la houille. Des amendes. Désormais, le boisage sera payé à part. Au mètre cube de bois descendu et employé, en se basant sur la quantité nécessaire à un bon travail. Attendez. Le prix de la berline de charbon abattue passera de 50 à 40 centimes, selon la nature et l'éloignement de la taille. Nom de Dieu, mais c'est pas possible. Voilà donc où elle voulait en venir, à cette baisse de salaire déguisée. Elle réalisait des économies dans la poche de ses mineurs. Nom de Dieu, répéta Maheu en relevant la tête. Nous sommes des gens foutres si nous acceptons ça. Mais le guichet se trouvait libre. Il s'approcha pour être payé. Les chefs de marchandage se présentaient seuls à la caisse, puis répartissaient l'argent entre leurs hommes, ce qui gagnait du temps. Maheu et consorts, veine filonnière, taille numéro 7. Pardon monsieur, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Non, je ne me trompe pas. Il faut enlever 2 dimanches plus 4 jours de chômage. Ça vous fait 9 jours de travail, plus les amendes. 20 francs d'amende pour boisage défectueux. Vous prenez? Vous voyez bien qu'il y en a d'autres qui attendent. Là, la question du travail des femmes et des enfants se pose beaucoup moins, puisque c'est une sorte de petite entreprise dans laquelle tout le monde travaille, avec des voisins, le Chaval, ou Étienne Lantier, de passage, que le Maheu, trouvant ce type sympathique, engage en ayant demandé la permission au porion pour que Lantier les rejoigne sous terre exploitée. Où on a cette division du travail entre les haveurs qui piquent le charbon et les femmes, les enfants qui boisent, les enfants qui poussent le charbon jusqu'au puits, donc une division du travail qui est une division familiale du travail dans la mine, avec une rémunération qui est une rémunération à la tonne de charbon jugée recevable par le porion, qui va ensuite donner lieu à rémunération du chef de marchandage, en l'occurrence par exemple dans Germinal Maheu, qui à son tour va distribuer cet argent, par exemple sous forme de salaire ou de rémunération à Lantier, ou sous forme d'argent du ménage à sa femme pour aller acheter de quoi manger chez l'abominable épicier qui connaîtra la fin dramatique que l'on sait au cours de la grève relatée par Zola. Germinal, 169 sur 1, 3e. Maheu, un jour, à la sortie, accompagna Étienne et lui offrit d'entrer comme haveur dans son marchandage à la place de Levaque, passé à un autre chantier. L'affaire était arrangée déjà avec le maître porion et l'ingénieur, qui se montraient très contents du jeune homme. Aussi Étienne n'eut-il qu'à accepter ce rapide avancement, heureux de l'estime croissante où Maheu le tenait. Un instant, Maheu eut peur de ne pouvoir obtenir un des 40 marchandages offerts par la compagnie. Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise,
pris de la panique du chômage. L'ingénieur Négrel ne se pressait pas devant cet acharnement. Laissait tomber les enchères au plus bas chiffre possible. Il fallut que Maheu, pour avoir ses 50 mètres d'avancement, luttât contre un camarade qui s'obstinait lui aussi. À tour de rôle, ils retiraient chacun 1 centime de la berline. Et s'il demeura vainqueur, ce fut en abaissant tellement le salaire que le porion Richomme, debout derrière lui, se fâchait entre ses dents, le poussait du coude en grognant avec colère que jamais il ne s'en tirerait à ce prix-là. Quand ils sortirent, Étienne jurait. « Nom de Dieu !» cria-t-il. « En voilà un égorgement. » Alors aujourd'hui, c'est l'ouvrier qu'on force à manger l'ouvrier. Le Maheu, qui est un chef de marchandage, nous dit Zola, est amené à participer aux enchères dans cette scène fameuse de Germinal. Alors c'est des enchères descendantes à la bougie qu'organise la direction de la mine pour obtenir l'exploitation d'une veine de charbon, donc en concurrence avec les autres chefs de marchandage, et ensuite aller extraire le charbon sous terre avec sa famille. Cette scène des enchères dans Germinal, elle est cruciale pour comprendre la grammaire de cet ouvrage, et malheureusement, Germinal, on l'a lu autrement. On l'a lu pour mettre en évidence la misère des mineurs qui se révoltent contre la misère en faisant grève. Et je crois qu'on oublie complètement cette scène des enchères, le marchandage avec la domination masculine patriarcale qui s'attache à cette forme de rémunération. Et c'est quelque chose qui va être oublié pour souligner la condition d'exclus, la condition de misérable, la condition de presque de bête humaine. On retrouve les cheminots faits à ces ouvriers, alors que Zola montre bien la manière dont les ouvriers saisissent la logique de leur rémunération, tout un ensemble d'éléments qui sont par exemple oubliés dans le film de Claude Berry avec les vedettes que représente Gérard Depardieu en Maheu flamboyant et Lantier incarné par Renaud, le gouailleur parisien. Donc une situation, je crois, qui mérite qu'on relise Germinal avec un autre regard et qu'on saisisse cette dimension productive très patriarcale et très familiale. On parle de marchandage, terme qui ensuite aura mauvaise presse pendant la Deuxième République, enfin du moins au moment du gouvernement provisoire, où la Commission du Luxembourg entend interdire les formes abusives de marchandage, et puis terme qui malgré tout va perdurer et prospérer tout au long du Second Empire, et notamment dans ces grandes grèves des mines d'Anzin, qui vont être relatées par l'Office du Travail, mais aussi être reprises par Émile Zola dans Germinal. L'épluchage du coton, son cardage et surtout le dévidage sont plus particulièrement faits par des femmes et d'enfants du même sexe. Chaque métier affilé occupe 2, 3, quelquefois 4 personnes, dont la plus âgée dirige les 3 autres, qui sont presque toujours des enfants. Ces derniers, appelés rattacheurs, surveillent les fils, rattachent ceux qui se brisent, nettoient les bobines en se précipitant sur le plancher, pendant que la partie mobile du métier, le chariot, s'écarte de la partie fixe et ramasse le coton de déchets. Quelquefois 2 métiers sont conduits par un seul fileur dont les aides sont alors un peu plus grands, et d'autres fois 2 petits métiers dirigés chacun par un adolescent, non pour eux 2 qu'un seul bobineur. Enfin, comme les fileurs travaillent à la pièce et sont responsables de la qualité du fil qu'ils fabriquent, ils choisissent et paient eux-mêmes leurs aides. L'industrialisation de l'Europe, pas seulement de la France, mais aussi de l'Angleterre, qui était le pays premier, le pays qui s'est industrialisé, est passée, cette industrialisation, par la mise au travail des femmes et des enfants dans des tâches non qualifiées. C'est-à-dire que le travail des hommes a été remplacé par les machines, mais ces machines ont eu besoin de travail peu ou non qualifié des femmes et des enfants. Il y a des grandes historiennes comme l'anglaise Jane Humphreys ou Maxine Berg qui ont insisté beaucoup sur le fait que il faut réintroduire cette présence des femmes et des enfants dans le récit, le grand récit de l'industrialisation, parce qu'elles ont eu un rôle fondamental, important, notamment dans l'industrie textile, qui a été l'un des secteurs donc qui ont traîné l'industrialisation. Donc ça c'est un point très important. Ces femmes-là ont appris, et ces enfants-là, sur l'État, leurs tâches. Ça, c'est le sweating system du travail à domicile, qui est très important dans
dans tous les pays, la France, l'Angleterre, aux États-Unis, on a beaucoup de dénonciations de ça. On accuse ces conditions d'être tellement déplorables, et notamment la rémunération d'être tellement basse, qu'elles ne permettent pas, on dirait en termes marxistes, d'entretenir la force de travail. De salaire de famine, renvoyant au titre d'un article de l'époque, c'est-à-dire que ces femmes peuvent avoir des problèmes de santé, n'ont pas assez d'argent pour pouvoir se maintenir en santé. Certaines sont aussi obligées de se prostituer pour avoir des revenus complémentaires. C'est une thématique aussi qui vient beaucoup dans les débats. Et du coup, cette dénonciation du squatting system, c'est aussi, je dirais presque, dans le cadre d'une mobilisation presque hygiéniste, de salubrité publique, pour sensibiliser les bourgeois. Justement, on dit, mais attention, les chapeaux, madame, que vous allez mettre sur votre tête, ont été fabriqués dans de telles conditions que la pauvre femme qui a fabriqué ce chapeau avait peut-être la tuberculose et peut-être que vous-même allez attraper des maladies. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment cette sensibilisation très, très forte et cette dénonciation de la misère. Et puis aussi, alors peut-être encore plus en Angleterre, puisque les auteurs comme Sidney Webb et sa femme dénoncent aussi tous les petits ateliers. Et encore une fois, beaucoup dans le secteur du textile, qui emploie beaucoup aussi une main-d'œuvre immigrée. Alors à Londres, c'est aussi beaucoup de juifs immigrés d'Europe de l'Est à cette époque. Mais aux États-Unis aussi, c'est beaucoup de l'immigration très, très récente, ce qui fait que la question de l'immigration est étroitement articulée aussi à celle du squatting system. Rien ne distingue au premier abord l'échange entre capital et travail, de l'achat et de la vente de toute autre marchandise. L'acheteur donne une certaine somme d'argent, le vendeur un article qui diffère de l'argent. Les expressions valeur-travail, prix du travail ne semblent pas plus irrationnelles que les expressions valeur du coton, prix du coton. La seule expérience de la vie pratique ne fait pas ressortir la double utilité du travail. La propriété de satisfaire un besoin, qu'il a de commun avec toutes les marchandises, et celle de créer de la valeur qui le distingue à toutes les marchandises et l'exclut comme élément formateur de la valeur, de la possibilité d'en avoir aucune. Le Capital de Karl Marx, c'est une analyse du salaire dans lequel Marx nous dit le salaire au temps permet de saisir la valeur de la force de travail en termes de valeur en temps de travail, mais il nous dit dans le chapitre sur le salaire à la pièce que le salaire à la pièce est la forme naturelle et la plus répandue du salaire dans le monde capitaliste. Et il est amené à avoir une énumération très large de domaines dans lesquels on a des ouvriers intermédiaires qui embauchent d'autres ouvriers. Il évoque par exemple les intermédiaires qui placent de l'ouvrage chez des ouvrières qui travaillent à domicile, dans le travail à domicile moderne, nous dit-il, pour lequel il faut parler, nous dit-il encore, de sweating system. Il évoque également les ouvriers haveurs, ceux qui piquent dans les mines et qui donc régentent une petite équipe pour extraire le minerai. Il évoque les ouvriers qui s'occupent des machines dans les lieux relativement mécanisés et qui vont régenter une population d'ouvriers servant de machines. Donc une situation, nous dit-il, où il y a énormément de parasites qui s'intercalent entre le capitaliste et l'ouvrier et où, conclut-il ce passage que je trouve crucial pour analyser le capital, l'exploitation capitaliste du travailleur passe ici, nous dit-il, par l'exploitation du travailleur par le travailleur. Et donc dans ce passage, il retrouve la phraséologie de la Deuxième République en France et de cette dénonciation du marchandage que l'on retrouve dans les travaux de la Commission de Luxembourg, présidée par Louis Blanc et l'ouvrier Albert. Donc une situation qui mérite d'être redécouverte pour saisir un cadre juridique qui couvre une activité productive qui demeure extrêmement artisanale, très diffuse dans les campagnes et qui trouve par exemple une bonne illustration si l'on se décale un petit peu vers l'Italie, dans cette Italie du Nord que le regretté Alain de Verpe analyse dans un ouvrage remarquable qu'il publie lors de son séjour à Rome en 1985 sur l'importance de ce travail à domicile et à la tâche dans les campagnes italiennes, en y voyant la base d'une industrialisation italienne. Et je crois que ce que Alain de Verpe fait pour l'Italie, il le refait pour la France en mettant bien en évidence
la place du marchandage dans son petit fascicule sur le monde du travail qui publie à la fin des années 1980 et qui permet de saisir la diffusion de l'activité productive tout au long du 19e siècle. Alors c'est un constat qu'on retrouve aussi par exemple chez Noiriel dans Les ouvriers dans la société française, qu'on retrouve encore dans son récent chef-d'œuvre L'histoire populaire de la France, où il évoque une situation dans les années 1860 où, nous dit-il, plus de 60% de la production marchande est réalisée par des artisans. À Lyon, au milieu du XIXe siècle, nous avons des compagnons, le maître qui embauche, donc qui a dans son atelier 4 métiers, 2 hommes et 2 femmes, mettons, qui travaillent dans ces ateliers. Pourquoi les femmes ont un salaire moindre? Parce que souvent, ces femmes sont soit les filles, soit les épouses du maître, et ces femmes-là font aussi d'autres activités domestiques. En fait, tout simplement, comme on est payé à la pièce, dans ces cas-là, les femmes consacrent moins de temps à la fabrication du tissu parce qu'elles doivent accomplir d'autres tâches, et notamment, beaucoup de ces tâches sont des tâches domestiques, y compris pour l'ensemble de la maisonnée. C'est-à-dire que les compagnons dont je parle sont souvent logés dans les ateliers des canuts et donc sont nourris de même que les apprentis. Donc il y a toute une série d'activités, y compris ces enfants, même si les enfants sont envoyés à nourrir souvent à la campagne. Lorsqu'on parle de la Croix-Rousse, donc il y a en fait ces quartiers des Lyons où se concentrent à partir du milieu du 19e siècle les canuts, les fabricants, les chefs d'atelier qui fabriquent les tissus en soie. Donc dans cet espace-là, il y a surtout des enfants assez grands pour pouvoir déjà aider dans les ateliers, hein. Donc c'est une population très laborieuse, y compris très jeune, qui est mise au travail, pas toute jeune, parce que pour fabriquer des tissus en soie, on a besoin justement de main-d'œuvre très qualifiée, y compris dans les tâches subalternes, mais donc elle est mise au travail. L'artisanat est ultra dominant tout au long du 19e siècle. À la fin du 19e siècle encore, en regardant les recensements, on trouve environ un patron pour 2 à 3 ouvriers maximum. Donc une situation de très forte décentralisation, de très fort éclatement de la production et une difficulté à trouver un capitaliste en position d'autorité qui régenterait de manière cruelle les ouvriers, en dehors par exemple de la situation du Creusot ou en dehors de la situation du familistère de Guise, là où on a une forme de patronat éclairé qui essaye de poser les bases d'une organisation rationnelle de la vie ouvrière, à la manière par exemple d'un Robert Owen à New Lanark en Écosse au début du 19e siècle. Donc des situations où le fait dominant pour moi c'est celui d'un capitalisme traditionnel de négociants qui réalise des marchandises en faisant faire des petites parties de cette marchandise sous la forme d'ouvrages par différents artisans relevant fréquemment de différents corps de métier. Pensons au tissu, on a la production par exemple de la soie, le moulinage, le filage, le tissage, la teinturerie, pour arriver à l'étoffe qui ensuite va être vendue. Donc toute une série d'opérations pour lesquelles on va parler d'ouvrages et qui vont être réalisées dans des environnements plus ou moins, et plutôt moins que plus, mécanisés. Il n'y a pas eu une réflexion de la part des historiennes jusqu'à des années assez récentes sur d'autres figures, donc un peu plus qualifiées, qui, elles, comme les hommes, ont dû apprendre un métier. Dans le textile, il y avait beaucoup d'ouvrières qualifiées, que ce soit dans la confection que dans la production des tissus. Nous avons des figures professionnelles extrêmement qualifiées, et c'est sur ces segments-là qu'il y a le moins d'études. Parce que quand on a commencé à étudier le travail des femmes, c'était les années 70, et on avait surtout envie de travailler sur les ouvrières des grandes usines, donc les moins qualifiés. Les travaux un peu plus qualifiés étaient en effet effectués dans des ateliers plus petits, le plus souvent. Et pour arriver alors à faire ce travail-là très qualifié, par exemple les tissus façonnés de l'industrie de la soie lyonnaise, et de ce point de vue-là un excellent exemple, parce que Lyon a été le centre
de production au niveau européen, donc au niveau mondial, au 19e siècle, de ces produits de luxe, que ce soit des châles, que ce soit des broderies, que ce soit de la tapisserie. Donc, ils ont vraiment été les exportateurs, donc, marchands lyonnais, des tissus d'un soie partout dans le monde au 19e siècle. Et ces tissus-là ont été fabriqués donc par des hommes, mais aussi par des femmes, grâce surtout à des métiers à la main, sont mécanisés très tard, dans les années 70-80 du 19e siècle. Ces femmes-là, pour arriver à faire ces tissus-là, devaient être ou formées par leur père dans les ateliers. Donc souvent, ce sont des filles des chefs d'atelier, des canus, des chefs aussi d'atelier femmes, les canuses, donc former leurs enfants ou les envoyer chez un voisin pour se former. Donc, souvent, ce sont des filles des maîtres, mais il y a aussi d'autres figures un peu plus atypiques, dont on parle un peu moins, qui sont donc ces femmes qui se forment dans des institutions, des orphelinats ou des institutions d'assistance qui se transforment en fait en institutions de formation et de placement des jeunes. Donc, il y a tout un travail. Donc, avant la formation professionnelle institutionnalisée, donc on a des institutions d'assistance qui sont aussi des institutions de formation et qui sont attaquées d'ailleurs par les ouvriers, par les syndicats ouvriers, parce que on considère qu'on fait travailler des jeunes sans les payer, donc c'est une concurrence déloyale, parce que en formant les jeunes, en fait, on les sous-paye, donc et du coup on produit en fait des produits qui sont évidemment beaucoup moins chers et qui font concurrence aux produits des ateliers qui donc embauchent des compagnons et des compagnonnes plus qualifiés et donc qui évidemment doivent être rémunérés de manière adéquate. Je crois qu'il faut, pour appréhender le 19e siècle, sortir d'une projection de notre réalité productive sur le 19e siècle. C'est quelque chose que l'on trouve par exemple dans un ouvrage de Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale, où Robert Castel identifie du salariat jusqu'au Moyen-Âge. Cette situation, pour moi, elle est un peu contradictoire avec l'historiographie que porte Philippe Minard, par exemple, sur le colbertisme, ou celle pionnière que porte Alain de Verpe et Gérard Noiriel dans les années 1980, lorsqu'ils reviennent sur la condition ouvrière au début du 19e siècle. Il n'y a pas de panoptique où un patron imposerait sa volonté de droit divin à une masse ouvrière misérable que l'on ravalerait au rang d'exclus. Les gens sont plutôt des artisans qui travaillent dans des villes pour les uns, qui travaillent à la campagne pour les autres, et ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement dans une pauvreté extrême. Ils ont en fait plutôt une situation d'incertitude qui pèse sur eux, avec des fluctuations importantes dans le cas par exemple des canuts, qu'on peut prendre comme prototype de ce monde ouvrier, des fluctuations, des prix de la pièce ou de la façon qui fluctuent de manière assez importante, mais malgré tout une capacité à dégager de quoi vivre et nous dirait Jacques Rancière, de quoi rêver. C'est-à-dire de quoi aussi penser leur vie, de quoi penser la société, dans le cas de ces nuits de prolétaires que Jacques Rancière présente de manière extrêmement poétique dans son grand ouvrage qui est comme sous-titre « Archives du rêve ouvrier ». Donc une situation où on a des ouvriers qui sont dans une capacité de production, de réflexion, de formation, de culture. Les canuts sont des gens lettrés. Ils se forment au dessin pour avoir une création de motifs sur leurs étoffes. Ils se forment à des réalités physiques. Ils ont un investissement technique dans les métiers à tisser. Il y a toute une réflexion qui est explorée dans la fabrique, notamment par un collègue Ludovic Frobert sur la vie de la soierie lyonnaise, où donc on a des ouvriers qui sont très loin d'être ces êtres abrutis par la misère et la fatigue que l'on serait tenté de voir à la lecture, par exemple, de l'ouvrage de Robert Castel. Les travaux d'une historienne allemande qui s'appelle Sabine Rüdischhauser, les travaux comparatifs en fait sur la France et l'Allemagne, ont mis en évidence que dans certains secteurs,
Les conventions collectives étaient déjà très développées à la fin du XIXe siècle. En reconstituant, à partir de la statistique des grèves, les accords conclus en 1905, elles montrent que le pourcentage de la population active couverte par des conventions collectives est similaire en France et en Allemagne. Mais elle montre que la convention collective s'ancre dans des secteurs bien particuliers, le secteur du bâtiment, le secteur des métiers artisanaux urbains et le secteur de ce qu'elle appelle la fabrique collective, notamment lorsqu'il s'agit de produits de qualité. Par exemple, elle montre que dans la dentelle, dans le Nord, il y a beaucoup de conventions collectives dès la fin du XIXe siècle. La matière principale de ces conventions collectives, c'est quand même les conditions de salaire. Pour beaucoup, elles traitent essentiellement de ça. Mais, comme on le voit ensuite au moment du Front populaire, c'est pas toujours sous la forme d'une grille qui fait correspondre à un métier ou à un poste, un salaire. Souvent, dans les conventions collectives de la fin du XIXe siècle, on trouve ce qu'on appelle des tarifs ou des listes de prix. Parce que ça correspond à une forme de production ou de travail particulière où le travail est effectué à domicile, dans le cadre de la fabrique collective par exemple. Et donc, du coup, on trouve des prix, on trouve en fait le prix du produit. C'est-à-dire que pour, je sais pas moi, 1 mètre de dentelle, utilisant telle ou telle qualité de fil, etc., on a un prix bien particulier qui correspond. Et c'est pas des salaires horaires en fait, c'est des listes de produits avec un prix en face. Appliquer le cadre salarial au XIXe siècle, c'est considérer l'existence d'une classe ouvrière, je dirais, en soi, qui serait donnée mécaniquement par la mécanique et la technique, là où en fait on a des transformations très progressives, très continues, alors qui renvoient à ce développement de l'industrie que décrit bien par exemple Denis Voronoff, un développement très continu qui reste très, on pourrait dire très situé, très encastré socialement, où finalement la manière de se penser comme ouvrier, elle ne se fait que progressivement, par exemple dans le cas des canuts, à travers les revendications sur le tarif dans les années 1830, la réflexion sur les fluctuations économiques, la répression que le pouvoir leur adresse, une répression très forte, l'envoi de l'armée, enfin c'est quelque chose qui est un peu plus dur que les brigades anticriminalité, qui aujourd'hui à coups de flashball et de petites matraques. Donc on a une situation où, dans cette dimension de forte répression, la conscience ouvrière, elle émerge parallèlement à une conscience républicaine, à l'idée de prolétaires plus que d'ouvriers, c'est-à-dire de gens qui partagent une condition aléatoire et qui méritent d'être regardés en tant que tels, au lieu d'être postulés peut-être de manière un peu trop radicale. Je crois que ça a été le tort de certaines approches, je dirais de certaines approches selon un marxisme un peu mécanique, un peu orthodoxe, qu'on retrouverait dans certains partis aujourd'hui d'extrême gauche, en se disant il existe une classe ouvrière dès le 19e siècle, elle se poursuit aujourd'hui, les gens sont des prolétaires, des exclus, ils se révoltent contre la misère. Les choses me paraissent plus complexes. Je pense aux travaux sur Carmaux de Roland Trempé et puis de Philippe Lefebvre qui montrent, disons, une ouverture à la mine de paysans, hein, mais qui gardent leur indépendance dans la mine et puis qui progressivement évoluent vers le socialisme que l'on sait, hein, sous l'impulsion d'abord de Millerand qui arbitre un grand conflit en 1892, puis de Jaurès qui va arbitrer de nombreux conflits et devenir la figure politique locale. Il faudrait peut-être avoir un regard sur cette genèse d'une conscience de classe qui n'est pas donnée d'avance pour le monde ouvrier et qui se greffe sur un univers qui reste semi-rural et qui progressivement arrive à des formes de conscience qui s'incarneront dans le socialisme. C'est une situation, je crois, qui mérite d'être revue à la lumière de ce que nous dit par exemple Edward Palmer Thompson sur la classe ouvrière anglaise. La mobilisation sociale va être très importante. Elle va avoir une dimension internationale importante d'emblée aussi. C'est-à-dire que vont s'organiser des congrès, des expositions internationales et seront mobilisés des mouvements, je dirais, d'origine diverse, à la fois des mouvements plutôt caritatifs ou religieux, mais aussi des ligues sociales de consommateurs qui proposent notamment de labelliser les produits selon leurs conditions de production, les syndicats bien sûr,
Et tout ça va créer une mobilisation importante, d'autant plus que c'est une époque où se construit socialement, je dirais, les opinions publiques. C'est une époque où on va voir apparaître et se développer des journaux à grand tirage et qui vont être le relais important de cette mobilisation et de cette sensibilisation. Cette mobilisation, elle va vouloir vraiment frapper cette opinion publique. Je parlais par exemple d'expositions qui sont faites sur le sweating system, et dans ces expositions, on montre des photos, on montre des objets qui ont été produits dans des conditions que l'on juge indignes, et donc on essaye de sensibiliser le grand public et de dénoncer les ravages de ce sweating system. Sur cette dimension de conscience de classe, qui est bien explorée par William Sewell par exemple, je crois qu'on aurait tort de s'en tenir à une version misérabiliste du monde ouvrier au XIXe siècle, qu'on pourrait présenter comme allant du silence, de l'oppression silencieuse d'un ouvrier atomisé, à la parole qui serait en fait le résultat d'une révolte. Le monde ouvrier du XIXe siècle, c'est un monde qui est traversé de réflexions, de courants, de révoltes, d'insurrections, voire de révolutions. Les Trois Glorieuses de 1830, c'est une révolution ouvrière. La révolution de 1848, c'est une révolution ouvrière qui est faite par des ouvriers qui sont en mesure d'imposer un changement politique majeur. On a donc affaire à des gens qu'on peut difficilement qualifier d'exclus. C'est plutôt d'ailleurs, je crois, le monde du négoce qui s'est exclu de lui-même autour d'une pratique très secrète du négoce, autour du code de commerce, du registre des commerçants, etc., qui se distingue du peuple, mais il y a une dimension populaire forte. On a des mouvements populaires qui sont présents, forts, et qui contribuent à l'installation d'un régime républicain en France. Donc c'est une situation qui, de ce point de vue-là, me paraît importante à être soulignée et qui permet d'apporter un éclairage différent par rapport à une conception d'un salariat éternel qui partirait de l'oppression pour arriver, par la révolte, à une forme de protection et de confort. Dans l'industrie textile où les femmes sont majoritaires, il y a une ségrégation sexuelle par métier qui sont données vraiment constantes pendant toute l'époque dont on parle, ce 19e et y compris au 20e siècle. C'est-à-dire que l'homme et les femmes sont séparés, les tâches qu'ils exécutent ont des dénominations différentes. Même si ils sont dans le même espace. Exemple de métiers à tisser qui sont plus lourds. Par exemple, produire du velours avec de la soie, le tissage est manuel, beaucoup plus lourd que lorsqu'on produit d'autres types de produits, par exemple un foulard ou un châle. Ceci implique du coup qu'il y ait des différentiels de rémunération qui sont liés d'une part au coût du produit final, donc au fait que les hommes souvent travaillent des produits plus chers, ou tout simplement le fait que aux hommes sont attribuées des fonctions, par exemple le montage de ces métiers, les dessins, un beau tissu façonné de soie, les dessinateurs et les teinturiers par exemple, qui sont des figures professionnelles très qualifiées et très importantes dans le processus de fabrication des tissus en soie. Donc ces figures-là sont masculines. Alors seulement, donc il y a quelques cas exceptionnels des dessinatrices féminines, enfin des sexes féminins, des femmes dessinatrices et quasiment pas des teinturières. Donc là, la répartition est liée aussi à des traditions professionnelles, des transmissions du métier qui se font sur la base aussi d'une transmission, je dirais, genrée. Donc cette ségrégation, très visible surtout dans les usines, n'est pas toujours présente et visible dans les ateliers, sauf que il y a des ateliers comme les ateliers des moulinages où en fait on tord les fils et des dévidages où on file des fils en soie, on les transforme dans les fils qui servent donc pour la trame par exemple. Dans ces fonctions-là, donc qui sont les moins bien payées, on trouve en effet des femmes, sont les dévideuses, femmes seules ou qui travaillent avec d'autres femmes et qui donc a un salaire bien inférieur par rapport à celui donc des tisseurs, hommes et femmes, parce que derrière il y a un modèle qui est celui de l'homme gagne-pain
Il y a l'homme qui gagne un salaire suffisant pour nourrir sa famille. C'est un modèle qui est partagé non seulement dans les milieux bourgeois, des marchands, si on prend toujours le milieu lyonnais, des marchands fabricants, mais qui est partagé aussi dans les milieux ouvriers. Et toute revendication sociale, en fait, est toujours liée à cette idée que le salaire de l'homme doit permettre de nourrir sa famille. C'est un peu ça les critères là, qui déterminent aussi cette ségrégation sexuelle. La question de la régulation du salaire et d'établir un minimum de salaire, elle est assez ancienne. Si on en reste à la fin du XIXe siècle, en fait, c'est dans les années 1890 que, notamment pour les prestataires, j'utilise un peu des termes contemporains, mais pour la commande publique, en fait, c'est-à-dire pour les entreprises qui répondaient aux appels d'offres ou qui fournissaient des biens ou des services pour le secteur public, ces entreprises ont été soumises dans beaucoup de pays à des exigences en termes de salaire, d'imposer des minima de salaire. Par exemple, en France, on a eu le décret migrant, mais en 1899, qui stipulait que les entreprises qui travaillaient pour l'administration publique devaient respecter le salaire qui était le salaire normal de référence un peu de la localité. Donc pour éviter, encore une fois, cette pratique de la concurrence par le bas des salaires et encore une fois ce qu'on appelle aujourd'hui le dumping social. La loi de 1892 interdit la présence d'enfants mineurs dans les installations industrielles après minuit. Dans une affaire très intéressante qui est traitée par la Cour de cassation en 1902, un inspecteur du travail a dressé un constat d'infraction contre un directeur d'établissement dans une mine de la Haute-Loire, voisine de Saint-Étienne, et créée par Pierre-Frédéric Dorian, donc le grand sidérurgiste stéphanois, par ailleurs fourriériste, y compris dans les industries sidérurgiques. On a des ouvriers qui font venir des membres de la famille, des cousins, des jeunes qui vont les aider, un peu comme apprentis. Et donc, l'inspecteur du travail trouve un enfant mineur, après minuit. Donc, ça va se passer en 1900. L'inspecteur constate qu'il y a un enfant mineur, donc il dresse une infraction contre le directeur de l'usine, qui est aussi le notable, le maire. Et donc, ce notable va se défendre en disant « Mais moi, je n'y suis pour rien. Si cet enfant est présent dans mon usine, c'est parce que l'ouvrier que moi-même j'ai engagé, il a agi en tant que tâcheron et il a à son tour engagé un aide pour l'assister dans le travail nocturne. Donc une situation où il va renvoyer l'infraction à l'ouvrier qu'il a engagé jusqu'à ce que le parquet se pourvoie en cassation pour obtenir que ce directeur d'établissement soit condamné, subisse donc la contravention dressée à l'encontre de cette infraction et, en dépit de sa notabilité, soit sanctionné au nom du fait que la loi de 1892 a entendu protéger l'ouvrier en conférant la responsabilité de cette protection non pas à des sous-entrepreneurs mais aux directeurs d'établissements industriels qui sont visés précisément par cette loi, qui sont en charge de ces établissements. Donc on voit qu'on a des directeurs d'établissements qui ne savent pas qu'ils travaillent dans leur établissement, mais que la loi tente en quelque sorte à responsabiliser pour qu'ils fassent le contrôle et évite qu'on se retrouve avec des enfants qui travaillent avec leurs parents de jour comme de nuit. Vous avez des formes d'acquisition de la qualification qui coexistent avec des formes un peu plus institutionnalisées à partir de la toute fin du 19e siècle, donc en particulier donc dans certaines villes industrielles, donc comme Paris, Mulhouse, Elbeuf, Tourcoing, des lieux où on commence là à former les industriels, en particulier finance, des écoles où on apprend certains métiers, et là vous avez encore une fois une répartition très genrée en fait des métiers appris et enseignés. Dans l'entre-deux-guerres, donc on a une division très nette dans ces écoles entre des métiers qui ont plus trait à, on va dire, toute la sphère des services, donc secrétariat, comptabilité, sténodactylographie, etc. d'une part, et d'autre part des métiers qui sont plus liés à la fabrication, à la conception
conception, partie mécanique, des parcours très professionnalisés dès le départ. Hein. C'est pas en fait, mais bien avant en fait la création donc d'écoles reconnues par l'État et l'administration publique. Vous avez en fait vraiment des écoles privées qui donc sont strictement liées en fait aux chambres de commerce et donc qui sont vraiment liées aussi à des demandes émanant des entrepreneurs. Le terme de salariat se retrouve dans des configurations juridiques qui sont très différentes de ce que l'on entend aujourd'hui par salariat en rapportant ce terme à une rémunération dans le cadre d'un contrat de travail. Et là, on n'a pas de contrat de travail, on a un contrat de louage d'ouvrage qui lie un ouvrier-ouvrage à un négociant qui donne de l'ouvrage à l'ouvrier qui prend de l'ouvrage, ou un directeur d'établissement qui donne de l'ouvrage à un ouvrier qui va être rémunéré à l'ouvrage, à la pièce, à façon, etc., et qui, à son tour, de manière assez fréquente, est amené à faire travailler avec lui, à engager d'autres personnes en les rémunérant lui-même à la pièce, à la façon, à l'ouvrage, etc. La transformation de cet univers social s'opère à la fin du 19e siècle, s'opère tout à la fois de manière économique avec le développement d'installations productives plus larges, mais aussi à travers le développement d'un droit nouveau, autour, disons, d'une pensée nouvelle du travail que l'on considère non plus comme une grille de lecture de la valeur économique, difficile d'ailleurs à cerner dans les faits, hein. On regarde le capital, il est difficile de trouver la valeur travail, on trouve plutôt la valeur commerciale, mais là, le travail dans les années 1890, et je pense que c'est une évolution assez générale dans les pays industrialisés, le travail devient une réalité que l'on entend observer à travers, en France par exemple, un office du travail qui a été très bien observé par notre collègue Isabelle Moré-Lespinet, et un conseil supérieur du travail, et où on commence à saisir cette réalité productive à travers cette dimension du travail qui va se retrouver dans la proposition de code du travail qui vont émerger à la fin du 19e siècle, de 1896 à 1898. Et notamment à travers la proposition de code du travail que fait, au nom du groupe des députés socialistes, Arthur Roussier. Et donc là, on a le souci de proposer une grammaire nouvelle de lecture du monde social, selon moi, dans laquelle les activités productives ne se rapportent plus à des métiers, ne se rapportent plus à des artisans, mais se rapportent à l'exercice d'une activité destinée à une personne, qu'elle soit physique ou morale, qui va être appelée employeur. Et donc, on a le souci d'avoir une grille de lecture commune. Alors, dans le projet de Roussier, ça va des fonctionnaires aux ouvriers de petites entreprises. Enfin bon, ça couvre l'ensemble du champ productif de l'époque, et en distinguant à partir de là ceux qui vont être dits travailleurs ou encore employés ou encore plus tard salariés de ceux qui sont indépendants, et qui travaillent pour le public. Donc ça va être le gros enjeu de cette fin du 19e siècle et de ce début du 20e siècle, avec le souci d'établir une législation du travail qui se retrouve d'ailleurs au cœur de l'exposition universelle de 1900, qui est placée sous le signe du travail, avec la tour du travail, que d'ailleurs j'ai reprise pour une illustration d'un ouvrage de Auguste Rodin, qui devait être l'emblème de l'exposition de 1900, et qui malheureusement n'existe qu'à l'état d'ébauche de plâtre au musée de Meudon. Et donc on a là une dimension du travail qui émerge à travers un code du travail, une proposition de code du travail déjà en 1905, élaborée au terme d'un travail de spécialistes réunis par Alexandre Millerand à partir de 1901, et puis à travers l'adoption du livre premier du code du travail, les conventions du travail en 1910, dans lequel va se loger un certain nombre de lois qui vont progressivement enrichir ce code du travail. Alors, ce code du travail, on l'a présenté quelquefois comme une compilation des lois protectrices des ouvriers. Mais on oublie qu'il fallait, pour définir un code du travail, savoir ce que c'était que le travail. Et précisément, ce qu'introduit le code du travail, c'est au moins de manière sous-jacente une définition du travail comme étant l'activité qu'une personne fournit aux personnes de manière régulière, moyennant
une rémunération, que cette rémunération, nous disent par exemple les juristes de la Société d'études législatives, soit une rémunération à la pièce, à l'ouvrage, ou bien une rémunération au temps, à la durée. Donc on a une situation dans laquelle progressivement on tente d'avoir une grille de lecture générale des activités productives en sortant des divisions antérieures entre par exemple profession intellectuelle, profession libérale, profession manuelle, métier, etc. Donc cette dimension du travail, à travers le droit du travail, prend une force nouvelle, et elle prend une force nouvelle dans la mesure où ceux qui travaillent sont amenés à signer des contrats de travail et sont amenés à penser leur activité eux-mêmes sous un jour différent de celui de l'ouvrier entrepreneur en la partie qu'ils traitent. C'est-à-dire, ils sont amenés à penser leur activité comme une activité qui se déroule dans un temps donné, et fréquemment dans un endroit donné qui est l'établissement. Donc avec une forme d'unité de lieu et de temps qui va distinguer le travail du reste des autres activités personnelles, comme la vie familiale au domicile, comme les activités de loisirs, comme les activités politiques, comme l'activité scolaire pour les enfants. Donc on a là une forme d'organisation du monde qui se produit à la fin du 19e siècle sous plusieurs facteurs. Je crois que le facteur technologique n'est pas l'unique facteur et que peut-être, à certains égards, moi c'est du moins ce que je défendrais de manière un peu weberienne, la dimension juridique, symbolique du travail est un levier très important pour concevoir l'activité productive sous un autre jour que sous celui de la division en métiers. On a un développement d'industries très nouvelles qui, à mon avis, n'ont rien à envier avec le numérique. Le numérique, en un sens, il est déjà contenu dans le téléphone. Dans l'électricité, on a quand même des choses extrêmement fortes qui se mettent en place et qui sont portées dans un univers salarial. Parce que le salariat permet de penser sous une même condition non seulement des ouvriers qui travaillent manuellement, mais aussi des techniciens qui règlent des machines, des dessinateurs, mais aussi des ingénieurs qui organisent le travail et qui réfléchissent aux produits nouveaux et qui donc comportent en tant que tel une dimension créative extrêmement importante. Catherine, c'est quoi qu'elle allume? Carly Jeanlin debout, c'est l'heure. J'ai plus un sou. Déjà? On est le 23 du mois, on est 10 à manger. Et mes gras? On lui doit 60 francs. Hier, il m'a mise à la porte. Cochon. Café, j'ai plus rien. Il me reste 2. Gardez pour boire une chope. Dans 6 jours, c'est la paye. Prenez du pain, c'est du vermicelle pour les enfants. Bon, filons. On est en retard.